Oui, bonjour mesdames et messieurs, mes hommages aux dames. Je remercie Brest Octogone pour cette invitation. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment un cadrage. Parce que l'expérience montre que si on n'a pas une claire conscience d'un contexte, il est difficile de faire des analyses rigoureuses. Alors, et en fait, aujourd'hui, ce que nous vivons correspond à ce qui est appelé une transition systémique. Je vais y revenir. Mais ce que je veux rapidement préciser, c'est que le système international évolue en permanence avec des durées variables. Et quand on ne lit pas le sens d'un moment géopolitique, on a des difficultés pour en anticiper les effets. Généralement, donc, on part de deux constats. Il y a des périodes stables, pas forcément pacifiques, mais où il y a une sorte de consensus entre les grands acteurs. Et il y a des moments où ce consensus est rompu. Et quand ce consensus est rompu, évidemment, il y a un problème. Parce qu'il faut rétablir le consensus. Et rapidement, on peut citer dans les moments de consensus, le premier système vraiment international, on devrait dire il était européen, s'est internationalisé pour donner un système mondial. C'était la pentarchie qui existait à partir de la défaite napoléonienne 1814-1815, le concert européen qui se forme avec, à l'époque il n'y avait pas encore d'Allemagne, mais il y avait la Prusse, la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Angleterre. Et ils ont ajouté le vaincu, c'est-à-dire la France, pour faire ce système à 5. À ma connaissance, c'est le système qui a le plus duré parce qu'il a duré un siècle, 1814-1815 jusqu'en 1914. Quand le système échoue, de deux choses l'une, on peut rentrer dans une guerre ouverte, c'est une guerre hégémonique, c'est ce qui s'est passé la Première Guerre mondiale, mais normalement, quand on sort d'une guerre hégémonique, c'est pour aboutir à un autre système. Manque de peau à la fin de la Première Guerre mondiale, quand on a eu la Société des Nations, ça n'a pas marché. Et donc, on est entré dans une période de crise et tout ce qui s'ensuit. Et si vous voulez le comprendre, il y a un monsieur qui s'appelle Carr, Edward Aled Carr, qui a écrit un livre, The 20-Year Crisis, la crise de 20 ans. Et effectivement, cette crise-là a vu les forces, comment dirais-je, le fascisme, a vu beaucoup de choses émerger en Asie et tout. Et c'était une période d'agression. L'Italie s'en prend à l'Éthiopie. Vous avez en Asie, vous avez le Japon qui s'en prend à la Chine et à son voisinage. Vous avez la montée d'une forme de droite avec le fascisme italien, avec ce qui s'est passé en Espagne sous Franco. C'est vraiment autant d'éléments qui montrent que on n'y est pas. Et pour symboliser la caractéristique de système de ce type, c'est-à-dire de phase de ce type, on peut utiliser une phrase très courte qui nous vient de Gramsci quand il décrit la crise. Il dit « un monde qui n'est plus, un autre qui n'est pas encore. » Et entre les deux surgissent les monstres. Quand on parle de monstres en géopolitique, c'est vraiment un moment où tout est sens dessus-dessous. Et après, on est passé à la suite d'une deuxième guerre hégémonique, on est arrivé à un système à peu près consensuel. C'est la bipolarité que nous avons vécue jusqu'en 91. En réalité, la bipolarité s'est arrêtée à la limite, on peut dire, dans les années 85-86. Quand Reagan et Gorbatchev se sont entendus, ils ont produit quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. C'est une transition systémique non violente.
Et celui qui a fait une recherche dessus, c'est Graham Allison, celui qui a écrit Le piège de Thucydide. Il dit, entre l'an 1500 et maintenant, il y a eu 16 transitions systémiques. Dans ces 16 transitions systémiques, seules 4 ont été pacifiques. Donc les 12, 75% ont donné lieu à un conflit opposant les grandes puissances, donc une forme de guerre mondiale. Claire. Et là, il nous fait peur quand il nous parle du piège de Thucydide, c'est-à-dire Thucydide a écrit un livre, La guerre du Péloponnèse, et les gens, même l'école réaliste des relations internationales, retient une phrase. La guerre du Péloponnèse était devenue nécessaire parce que Sparte a eu peur. Et ça, on va le retrouver tout à l'heure dans ce qui caractérise le moment que nous vivons nous-mêmes. Et la rupture d'un consensus, pardon, vient lorsque nous considérons qu'un système, autant dans un État, vous avez quelque chose au-dessus, centralisé, avec ses forces de défense et de sécurité, qui surtout servent à préserver les lois. Mais dans l'international, vous n'avez pas de gendarmes. Donc, ce sont les États qui ont une capacité agentielle suffisante, qui vont travailler sur la structure, qui vont fixer les règles du jeu, et ceux qui sont en bas les subissent. Et donc, le partage, quand on conçoit, quand on parle de distribution relative de puissance, c'est qu'il y a toujours un petit groupe d'États qui ont suffisamment de puissance. Quand on additionne le pourcentage qu'ils détiennent sur les 100, les autres sont très loin. Et là, ce que nous vivons aujourd'hui, donc quand Gorbatchev s'est entendu avec Reagan, il y a une forme, disons, une rupture dans la compréhension. Parce que les deux disaient, on fait une paix des braves, ni vainqueur, ni vaincu. C'est seulement en 91, quand l'Union soviétique s'est effondrée, que les gens commencent à dire, ah non, nous avons gagné, nous avons gagné. Entre paix des braves et nous avons gagné, il y a une grande différence. Ça, il faut l'admettre. Alors, quand moi, je suis faible, qu'est-ce que je fais? Je m'aligne sur le plus fort, ban wagoning. Mais quand je peux réunir suffisamment de personnes pour former une coalition qui peut résister, là, je fais du balancing, comme on dit. J'oppose de la puissance à la puissance. Et donc, en 91, on a la doctrine Wolfowitz qui dit notre pays doit se battre pour que aucun pays ne puisse discuter sa suprématie. Point barre. Ce document était un document secret qui a été, comment on appelle ça, fuité, et les gens s'en sont rendus compte. Plus tard, dans les 5 ans qui ont suivi, en 96, les Russes aussi ont sorti une doctrine. C'est la doctrine de, comment il s'appelle encore, Primakov. Primakov, c'est vraiment l'homme qui a remplacé Kozyrev, qui lui était un pro-occidental, et Primakov, c'est un peu un regard vers l'Est. Et tenez-vous bien, les objectifs étaient 1. Il part d'un principe actuellement, même en nous mettant avec la Chine et l'Inde, nous ne pouvons pas résister. Mais notre objectif va être 1. De disputer aux États-Unis son monopole du Proche-Orient, Moyen-Orient, de semer la zizanie au niveau de la division, au niveau de l'Europe, de l'OTAN, justement. Et, chose importante, et ça c'est le premier objectif, protéger notre étranger proche. Et dès que vous entendez cette phrase, vous commencez à penser à quoi? À la Géorgie, à l'Ukraine, etc. Et donc, moi, le résumé que j'en fais, c'est que dans la géopolitique, puisque le problème est dans la puissance, l'objectif
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les anglo-saxons avec toujours une particularité. Quand vous regardez l'Angleterre, c'est en Europe, mais au large de l'Europe. Quand vous regardez les États-Unis, c'est aussi au large, un tout petit peu. Et ce sont des puissances maritimes. La puissance maritime, elle sait que tant que le commerce marche, elle peut accumuler de la richesse. Quand on bloque son commerce, on lui pose des problèmes, donc une menace existentielle. Et donc, comme le disait Kissinger, guerre froide ou pas guerre froide, les États-Unis n'accepteront jamais qu'un État contrôle l'Eurasie. Parce que l'Eurasie, c'est l'endroit où il y a la plus grande richesse possible. Quand vous dites l'Eurasie, vous avez la théorie du Heartland qui dit la Russie et les pays autour. C'est ça qu'il faut contrôler pour contrôler le monde. Mais pour contrôler cette zone, il faut se lier aux États du rivage, le Rimland. Mais c'est là où quelqu'un d'autre, justement, Mackinder continue en disant, mais il y a deux Heartlands. Et ça, c'est à noter. Il y a le septentrional, qui est la Russie et son voisinage, mais il y a le méridional, qui est l'Afrique subsaharienne. Il l'a écrit dans son livre The Democratic Ideals. Il précise, je dis bien Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Nord est dans la géopolitique de la Méditerranée, pas dans celle. Mais quand vous dites Heartland, vous parlez de beaucoup de ressources aussi. Et c'est ça un des intérêts dans cette affaire-là. Alors, lorsque les États-Unis ont commencé à déployer leur politique étrangère, on retrouve Thucydide, on peut dire que les autres ont eu peur. Et ils ont essayé de s'en accommoder. Mais les plus grands cadres, chercheurs et autres de la sécurité aux États-Unis, John Lewis Gaddis qui est professeur, Paul Nitze qui est l'auteur du National Security NSC 68, vous avez ce monsieur qui est célèbre par son fameux document X, qui était ambassadeur en Russie et qui avait écrit un livre qui a sorti un peu la théorie de l'endiguement par rapport à la Russie, George Kennan. Tous ces gens étaient contre l'élargissement. Mais à l'époque, la Russie était faible. Et donc, on lui a forcé la main. Sa première révolte a commencé en 2007, lorsque les gens ont dit que la Géorgie, comment on appelle ça, la Biélorussie et l'Ukraine doivent adhérer à l'OTAN. Il a fait un discours pour lancer un avertissement. Et l'avertissement, pour comprendre pourquoi il ne veut pas de ça, il faut revenir à la crise des missiles de Cuba. La crise des missiles de Cuba, c'était non. Nous ne pouvons pas admettre qu'à quelques centaines de kilomètres de nos côtes, un autre État ennemi puisse installer des missiles qui nous atteindraient en un temps très court, qui ne nous permet pas de répondre, et qui lui a le temps de répondre parce qu'il est à Daesh. C'est la même chose. La Russie dit, si vous installez en Ukraine, vous mettez vos missiles, mais le temps qu'on est à 5 minutes, quel temps de réaction avons-nous? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, pendant que les États-Unis peut-être procédaient à ce que moi j'appelle une dilapidation de puissance, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train dans les guerres du Moyen-Orient, de dépenser énormément de ressources, les autres, eux, partaient petit à petit. On forme l'organisation de sécurité collective, l'organisation de coopération de Shanghai, on forme l'organisation du traité de sécurité collective avec les Russes, on se met ensemble, on règle des problèmes de frontières, on commence à développer. Et petit à petit, on met en place des ressources. Un pays comme la Chine, par exemple, a dit, dans toutes les études des conflits auxquels les Américains ont été mêlés, ils ont isolé deux facteurs, qui est leur centre de gravité à son avis, c'est-à-dire une source de puissance, mais en même temps une source de vulnérabilité. C'est quoi? C'est le porte-avions et le satellite. Et en 2006, ils descendent leur propre satellite. Quand je le fais, c'est un message que je vous envoie pour vous dire, je peux enlever cet aspect chez vous. Et en 2007, c'est un sous-marin qui sort à distance de tir d'un navire amiral de la flotte. Donc,
la Chine y était déjà presque. Mais le militaire était plus représenté par la Russie, qui était en avance, et l'économique était plus avec la Chine. Maintenant, quand il y a eu, les deux n'ont pas voulu, au départ, la Russie ne voulait pas du tout. La Russie préférait coopérer avec l'Occident. Il a dit un jour en disant, les Chinois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ils savent, comme moi, que dans le triangle que nous formons, nous deux, avec les États-Unis, la relation que chacun de nous a avec les États-Unis est plus importante que la relation que nous avons. Donc ça, c'est clair. Mais quand, après l'histoire de la Crimée en 2014, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il est pris à la gorge et l'État, son premier devoir, comme toutes les organisations, est de survivre. C'est là qu'il accepte la main tendue de la Chine. Mais à ce moment, vous venez de réunir les deux États mentionnés symboliquement, un par Mackinder quand il parlait du Heartland, c'est la Russie, mais aussi Spigman, Nicolas Spigman, qui malheureusement est mort trop tôt. Il est décédé en 1943, donc il n'a pas eu le temps de sortir beaucoup. Mais il a dit, oui, mais le problème, c'est pas seulement le Heartland. Le problème peut être dans le Rimland, dans le rivage où vous arrivez, vous, puissance maritime, pour débarquer sur la terre. Si un État là-bas arrive à s'organiser sur à maîtriser un territoire suffisamment grand et suffisamment fort, vous aurez ce rival-là. Alors, imaginez, donc les États-Unis se retrouvent face à deux rivaux géopolitiques majeurs. Et dans un cadre d'évolution, je me souviens d'un organisme, comment on l'appelle encore, d'un organisme australien, un think tank, qui a dit, sur les 44 technologies de pointe, aujourd'hui, la Chine domine 30 sur 37. Et donc, on voit que, au départ, la puissance de statu quo, qui est les États-Unis, par ses politiques, a perdu de la puissance, pendant que les autres s'associent et font des progrès. Et donc, le différentiel, qui est la distribution relative de puissance, a baissé. Et par conséquent, il se rapproche de lui. On a vu des sanctions qui ont été tentées, comme dans l'électronique, dans beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, de ce petit conflit autour de l'Eurasie, mais puisque là-bas, on a à peu près des forces, donc Europe, Moyen-Orient, Asie, puisque là-bas, on a des positions qui ont évolué, mais qui maintenant s'approchent du face-à-face entre les puissances, et bien à ce moment, l'Amérique latine et l'Afrique deviennent d'une importance capitale en termes de contrôle. Et quand vous voyez le coup d'État qui est arrivé en Bolivie, où le président a dû s'enfuir, après il est revenu parce que son parti a gagné les élections, quand vous voyez après Lula qui se retrouve en prison, Dilma Rousseff qu'on accuse de corruption, après on conclut que non, elle ne l'était pas, mais comme elle est le président, elle est responsable, donc elle doit être sanctionnée, mais on le remplace par qui? Temer, mon Dieu. Celui-là, je n'ose même pas en parler de manière publique. Donc, nous allons démarrer la journée de bataille stratégique. Donc, quand on remplace quelqu'un qu'on accuse de tous les péchés d'Israël, pour aller prendre quelqu'un qui vraiment ne lui arrive même pas à la cheville, c'est qu'il y a une force. Comme vous avez le Yémen, vous avez maintenant les puissances moyennes qui jouent leur jeu, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez suivi la guerre en Syrie. Qu'est-ce que c'était au départ? Mais c'était quelque chose de très simple. Il y a une poche de gaz que l'Iran et le Qatar partagent. L'Iran est sous sanction. Le Qatar exploite cette partie-là. Veut l'exploiter. Et pour le faire, on veut faire un pipeline qui va passer par la Syrie et aller servir l'Europe à travers la Turquie. Mais quand vous dites ça à la Syrie, qu'est-ce que Bachar al-Assad vous dit? C'est un gaz qui est pour le Qatar et mon allié
iranien. Si on utilise ça, ben c'est mon allié qui perd. Ensuite, si on sert l'Europe, qui va perdre? Mon allié russe. Parce que c'est lui qui fournit le gaz à l'Europe. Et donc, je refuse. Ah, manque de peau. Là, il a commis une erreur. Parce qu'à partir de ce moment, et là, je cite prudemment le vice-président Biden qui dit, dans une conférence comme ça, avec des étudiants, nos alliés sont nos problèmes au Moyen-Orient. Parce que en Syrie, ils ont donné des centaines de millions de dollars et des centaines de tonnes d'armement à des organisations terroristes. Donc, vous voyez que penser terroriste, les représentations, ça compte. Ça compte. Parce que la manière dont vous représentez, dont vous percevez quelque chose, donc votre perception, espace symbolique, vos croyances et tout ça, idéologique, tout ce que vous voulez. Ok? Je le perçois, je me représente ça par un schéma dans ma tête. Après, l'influence va dans mon attitude mentale. Quand je vous vois et que j'ai une attitude mentale négative par rapport à vous, vous le voyez. Si c'est positif, vous le voyez. Ou je vous ouvre les dents, ou je vous montre les dents, ou je vous tends mes bras. C'est la même chose. Mais cette attitude mentale influence ou structure le comportement. Et donc voilà pourquoi la guerre cognitive, dans la guerre cognitive, tout ce qui est instrument, comme journal, télévision, narratif. Et quand vous croyez un narratif, vous êtes embarqué dedans, l'instinct de cohérence, l'exigence de cohérence interne, sinon vous avez une dissonance cognitive. Mais cette recherche de trucs fait que vous allez considérer comme vrai ce qui n'est qu'une des nombreuses solutions qui existent. Quand vous dites économie libérale, il faut lire Emmanuel Todd, il est en train d'expliquer que, en réalité, tous les pays, à partir des cultures de départ, la famille, comment c'est organisé, le chef de famille, les enfants, la liberté, l'héritage, c'est également réparti, inégalement réparti, etc. Et il te sort un truc très simple où il te dit, donc eux, c'est l'économie un peu l'économie libérale, là c'est l'économie de type communiste, là c'est etc. C'est vraiment, il a Todd, c'est quelqu'un qui est pris au sérieux parce que c'est l'un des premiers à prévoir la chute de l'Union soviétique longtemps à l'avance. Et c'est lui, moi quand j'ai lu son livre Après l'Empire, à l'époque j'étais déjà avancé dans mes recherches, j'étais stupéfait par comment, à partir d'études démographiques, d'études des cellules, mais vraiment la famille, le ceci, le type de famille, comment on peut prédire presque le destin d'un État. Et donc, tout ça, alors, le conflit maintenant utilise tout ce que vous voulez comme moyen. Tous les instruments de puissance, l'économie, la technologie. Donc, il y a une course aux armements, il y a vraiment une course. Les finances, la monnaie. Et aujourd'hui, on parle de dédollarisation, c'est pas pour rien. L'influence, je viens d'en parler, perception et tout ce qui s'ensuit. Mais le militaire aussi, même si le militaire est limité, quoi qu'on dise, ne serait-ce qu'à un certain niveau, par le tabou du nucléaire. Mais, le fait qu'on puisse avoir des armes nucléaires tactiques, donc de portée un peu moins large, ou le fait d'avoir la perception de faire face à une menace existentielle. Donc, vous avez en Ukraine, vous avez la Russie qui fait face à des puissances nucléaires. Ça peut se régler. Il n'y a que la Russie qui est dans un truc existentiel là-bas. Mais quand vous prenez le Moyen-Orient, je suis désolé. Vous pouvez penser ce que vous voulez d'Israël, mais moi j'ai toujours peur que, n'ayant pas une profondeur stratégique, c'est comme si vous dites, moi je tourne presque le dos à la mer, et la mer n'est pas loin derrière moi. Si on m'attaque d'une certaine façon, c'est fini pour mon État. Mais à ce moment, attention, c'est un État qui a l'arme nucléaire. Et je sais que pendant la guerre de 73, du temps de la Dame de Fer, comment elle s'appelait encore, j'ai dit son nom, Golda Meir,
Mais les avions, on dit que les avions avaient été déjà armés pour utiliser le nucléaire contre l'Égypte. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, quand vous regardez l'évolution, c'est vrai qu'on a, avec les progrès réalisés en termes d'armement par la Russie, avec Oreshnik, mais généralement toutes les armes hypersoniques, il faut savoir que les armes hypersoniques, on appelle arme hypersonique une arme qui dépasse, dont la vitesse dépasse 5 fois la vitesse du son. En général, c'est entre 5 et 20. Mais la vitesse du son, c'est à peu près 20,1 racine de la température en degrés Kelvin. Quand on calcule, ça donne aux températures moyennes 300, 320, 25 mètres par seconde. C'est-à-dire que si vous faites 10, c'est-à-dire qu'en une seconde, vous avez 3 km 250. Tiens. Alors, vous continuez 6 km et demi en 20 secondes. Mais c'est une vitesse appréciable. Alors, quand vous êtes à 20, donc, ça fait une vitesse qui est tellement rapide et surtout, en plus, ça manœuvre. Alors que le principe de l'interception, c'est balistique. On a une courbe, on peut suivre, déterminer la flèche, la hauteur maximum, ensuite ça retombe. On peut intervenir sur un des points. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez, malheureusement. Et à partir du moment donc où ça se livre en Eurasie, mais il y a des ressources, en les contrôlant, donc il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie du contrôle des flux. Contrôler les flux financiers, contrôler les flux énergétiques, contrôler les flux de marchandises, contrôler les flux informationnels, etc. Parce que chaque fois que vous contrôlez quelque chose, il y a 3 possibilités. Ou j'en ai besoin. Donc le programme est réparti en 2 parties. Ou c'est marginal. La première partie. Mes alliés en ont besoin. Donc ça veut dire que moi, si je le contrôle, je peux les rendre beaucoup plus amicaux qu'ils n'auraient été. Donc ça solidifie les alliances. Et 3, je vais en priver mon ennemi. Voilà le problème. Et d'ailleurs, quand vous regardez cette stratégie, et au départ, les gens entendent, oui, les Chinois reviennent avec la nouvelle route de la soie, mais si la puissance maritime a besoin d'abord d'arriver sur le rivage, de débarquer sur le rivage dans un pays ami, débarquer ses bagages et avancer, donc ça veut dire que les routes qui passent par la mer et à côté du rivage, il peut les interrompre, ces flux-là. Ah, mais si vous faites un flux complètement à l'intérieur, ce qui est le cas de la Russie avec la Chine, c'est tellement loin qu'il faut vraiment arriver presque en Asie centrale pour contrôler ces flux-là. En revanche, quand on a une route, le corridor de transport international nord-sud qui part de Saint-Pétersbourg, qui descend sur la mer Caspienne, qui passe donc par l'Azerbaïdjan, qui arrive en Iran, ça, on peut l'interdire. Il suffit de s'installer en Azerbaïdjan, c'est ce qui est en train d'être fait. Quand la Russie, la Chine avait voulu, sachant que 80%, plus de 80% de ses importations ou de ses ventes passent par le détroit de Malacca, qui est tout petit, qu'on peut boucher parce que les anglo-saxons appellent ça choke point, c'est un point d'étranglement. Mais c'est un point de passage obligé. Gibraltar, si vous voulez rentrer par ce côté, ou le canal, pour entrer dans la Méditerranée, si vous passez pas par ces deux-là, vous passez par où avec votre bateau? Vous n'allez pas le porter. Et donc, la Chine, quand elle s'installe à Djibouti, tout de suite, elle cherche un port à Gwadar au Pakistan, un port à Chabahar en Iran, et donc veut éviter le détroit de Malacca, faire monter ces trucs par là-bas, arriver au niveau du Xinjiang, et donc s'alimenter. Et comment lui répond-on? Ah, le Congrès vote pour le soutien à l'autodétermination du Baloutchistan. Qu'est-ce que c'est que le Baloutchistan? Ben, c'est justement là où il y a les ports de Gwadar et Chabahar. On enlève un mouvement terroriste de la liste des organisations terroristes, c'est l'Ist-Turkestan, donc le mouvement islamique
de Turkestan oriental. Eh bien, pourquoi? Mais parce que le Turkestan oriental, c'est le Xinjiang. Donc, si ce mouvement est libéré et a des moyens, ben, si vous voulez éviter Malacca, vous passez par la terre, croyant que vous allez m'échapper, vous ne m'échapperez pas. Donc, voilà un peu tous ces jeux-là. Et aujourd'hui, nous sommes placés, et c'est là que je vais rapidement terminer, entre le système et nous, il y a forcément une interaction. C'est comme quand vous voulez, vous trouvez un mur très haut, vous avez un grappin, vous essayez de l'accrocher quelque part pour monter. Nous, le grappin, c'est les lignes de fracture, voire de rupture qui parcourent nos sociétés, qui sont liées à l'identité parfois, qui n'est qu'une représentation, mais qu'on nous fait, qu'on nous montre comme une chose concrète. L'exemple, c'est où sunnites et chiites se détestent. Je suis désolé, quand le Shah était en Iran, ben, il s'entendait très bien avec tout le monde. C'était lui-même le gendarme du Golfe. Pourquoi le Shah va collaborer avec des pays comme l'Arabie Saoudite et tout ça, et brusquement, le Shah est parti, on dit non, 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 les sunnites détestent les chiites détestent les sunnites. Non. C'est dans la guerre cognitive. Parce qu'on veut toujours séparer, diviser pour mieux régner. Et donc, nos lignes de fracture permettent beaucoup de formes de déstabilisation. Vous avez vu aujourd'hui, quand vous voyez Djibouti, vous avez beaucoup de gens là-bas. Au Soudan, vous avez vu l'intervention des Émirats arabes unis. Vous avez au Somaliland, Israël qui les reconnaît, etc. Vous avez en RDC, vous avez des États de l'AES. En réalité, il y a plein de choses qui se bougent. Mais l'essentiel pour les grandes puissances, qu'elles soient puissances systémiques ou puissances régionales, c'est de contrôler des régimes pour des pays où il y a des ressources, pour des pays qui ont une position stratégique et qui donc généralement sont sur des couloirs. Il est important de contrôler ces zones-là et donc de les militariser. On parle aussi de dédollarisation. Ben, le poids du dollar, plus ça demande. Parce qu'au départ, vous avez toutes les banques pratiquement ont des dollars dans leurs réserves. Plus, vous ne pouviez pas acheter du pétrole sans le dollar. Et il y a quelqu'un qui disait cyniquement, mais si vous remarquez, qu'est-ce que Kadhafi, qu'est-ce que Hugo Chavez, qu'est-ce que l'Iran ont en commun avec Saddam Hussein et tout ça, et Kadhafi, ben, ils ont voulu vendre leur énergie avec une monnaie autre que le dollar. Parce que tant que tout le monde a besoin de dollars, moi je les contrôle. Je produis des dollars et je leur donne et je reçois quelque chose de concret de leur part. Maintenant, imaginez que ça, plus ça baisse, moins on va me demander, moins j'aurai une marge de manœuvre pour financer mon développement, pour financer ma recherche et pour financer tout cela. Et donc, les États qui sont importants, on va utiliser la méthode douce au départ, la séduction, investissement, dons, assistance, aide et tout ça. Mais s'ils résistent, on commence par la dette, par exemple. La dette, il y a un livre très intéressant écrit par John Perkins qui s'appelle, la traduction française, c'est tueur à gages financiers. Mais lui, son livre s'appelle Economic Hitman. Donc lui, il parle économie, mais les autres le traduisent. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il te dit, moi, j'étais tueur à gages financiers. On arrive dans un pays, on fait croire au président que tel ou tel projet, il ne semble pas y croire, mais nous y croyons tellement que nous sommes prêts à lui prêter de l'argent. Et voilà le modèle économique qu'il y a. Et c'est tellement tentant que le gars rentre dans le projet. Mais vous savez qu'il ne le fera jamais, il ne pourra jamais payer. Et donc, à un moment, on lui dit, bon, écoute, une base, si vous nous donnez la base, si vous privatisez telle ou telle de vos ressources, etc., on trouve un avantage. Et lui-même dit, s'il refuse, nous, on se retire. Parce qu'après, c'est les chacals qui arrivent. Et les chacals, il n'y a pas de discussion, ils vous tuent. Et dans le livre, il donne 2 présidents latinos qui se font tuer dans des accidents propres, entre guillemets. Et donc, voilà ce qui nous pend au nez. Et ce qui nous pend au nez, c'est justement que notre problème, nous sommes trop divisés, nous n'arrivons pas à mettre en place des mécanismes de sécurité pérennes
efficace et efficiente, malgré tout ce qu'on dit sur la réforme des systèmes de sécurité, parce qu'une organisation n'est que, je veux dire, le résultat de ce que ces États représentent ou peuvent lui donner. Si vous formez la CEDEAO, c'est comme si vous me dites, un millier de chiffres proches de zéro, c'est quand même beaucoup de valeur. Non. Si les États sont à 0,000, ben, vous pouvez les multiplier par ce que vous voulez. En revanche, si les États sont forts, vous les mettez ensemble, ça produit quelque chose qui peut dissuader un autre. Et donc, que ce soit au niveau de nos mécanismes, dès qu'on en parle, parce que c'est ce qu'il y a au-dessus, mais ces mécanismes ne sont que des cadres institutionnels. C'est en bas qu'il y a l'essentiel, c'est-à-dire le concret que représentent les États. Alors, à ce moment, si vous ne trouvez pas une alliance stratégique pour vous protéger, les pressions économiques et financières vont tomber, la guerre de l'information, évidemment, elle est là, on vous diabolise, on peut vous infiltrer vos manifestations, on peut mettre des provocateurs dedans, parce qu'il y a des bouquins qui vous montrent comment il existe dans le monde actuel des gens qui prennent dans un certain nombre de pays des jeunes, les amènent dans le pays d'à côté ou dans un autre pays, pendant 2 semaines, 3 semaines, les forment correctement et leur apprennent à déstabiliser un gouvernement de manière pacifique. Maintenant, quand ils viennent de manière pacifique, rien ne m'interdit, moi, de mettre un tireur dans le groupe qui va tirer sur la police et qui va tirer sur la population. La police, si on tire dessus, va riposter. La population, si on tire, eh ben, vous voyez le désordre que ça donne et tout. Et donc, nous sommes vraiment mal placés pour cette résistance. Il y a aussi le putsch qui est possible, amener un coup d'État avec un militaire qui nous est favorable, ou maintenir en place un dictateur mais qui nous est favorable. Vous me passerez l'expression, il y a un pays très puissant, lorsque, en parlant d'un président, on avait dit c'est un fils de quelque chose, il a répondu oui, c'est vrai, mais c'est le nôtre, et donc il est bon. Voilà. Et donc, sabotage aussi, on peut saboter vos infrastructures critiques, on peut vous attaquer au niveau informatique et péter tous vos trucs. Et donc, c'est vraiment tout ça. Mais, moi, mon observation, ce que je remarque, c'est que ce qui est appelé aujourd'hui l'Occident collectif est en train de montrer des limites liées à certains choix faits antérieurement. Parce que quand ils ont décidé de délocaliser leurs industries en dehors de chez eux, c'est bien, mais c'est une forme de désindustrialisation. Et donc, ils ont commis beaucoup d'erreurs, ils ont fait peur aux gens, il y a la dépendance énergétique, il y a les petits intérêts qui continuent à jouer malgré les apparences. On parle encore d'un Occident collectif, mais moi, j'ai l'impression que ce que voulait Primakov, on est en train de le voir sous nos yeux. Et donc, l'Occident collectif en baisse, le Sud global en montée, BRICS, Organisation de coopération de Shanghai, Banque pour les infrastructures, la Banque asiatique, la nouvelle Banque de développement. Il y a plein de choses, mais surtout, il y a quelque chose qui les met ensemble, un système alternatif en gestation très avancé. Et ça, quand déjà vous ne dominez plus totalement, et quand les autres peuvent avoir un choix autre que vous, ça veut dire que nous arrivons vers un point où il va falloir faire des choix. Ces choix, c'est des scénarios. On peut envisager un monde dans lequel on a la fin de la transition, un nouveau système qui serait une répétition de la fin de la guerre froide, c'est-à-dire un des groupes connaît un effondrement. Et comme disait quelqu'un, à défaut d'accuser, on lève la séance. L'autre, c'est un consensus. Ça aussi, c'est pas nouveau. Yalta, c'était un consensus. L'ennui, c'est que ça se fait sur le dos des autres. La chienlit qui se poursuit, des guerres, des violences, des par-ci, par-là, des réfugiés, des morts et tout ce qu'on veut, mais qui se poursuit pendant longtemps parce que chacun est en train de chercher l'arme qui lui permet de neutraliser l'autre. Et la quatrième solution, c'est celle que je
je refuse d'accepter tout en concevant que ça peut exister, c'est l'Armageddon. Parce qu'un État qui est nucléaire, déjà, la Russie a ce qu'ils appellent the dead hands. Ça veut dire quoi? Il y a un ensemble de capteurs répartis sur tout le territoire national. Dès qu'ils détectent une montée de la radioactivité ou certains éléments qui caractérisent une bombe nucléaire, même si tout le monde est mort, y compris le décideur, c'est pas grave. Il y a un programme, un logiciel qui se déclenche automatiquement et qui va commander tous les missiles qui sont prêts pour les larguer. Et là, ne croyez surtout pas que vous allez échapper. J'ose pas le dire là, je le dirai hors micro parce que comme il y a des gens qui nous suivent dehors, je ne veux pas donner de mauvaises idées aux gens. Mais voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. Et donc, si je reviens à ma phrase de départ, un monde qui n'est plus. Le monde unipolaire qu'on a connu à partir de 91 n'est plus. Manque de peau, on ne sait pas où on va. On n'a pas encore un monde entre les mains pour dire on va vers une bipolarité, tripolarité, on ne sait pas. Mais pour passer d'une rive à l'autre, il y a cette transition systémique. Et dans cette transition, quand on parle des monstres qui sortent, il vous suffit de regarder l'actualité internationale et de vous dire, malgré tout ce qu'on voit, le pire peut encore être devant. Voilà un peu ce que je voulais, moi, mettre en exergue. Et à ce moment, quand je dis ça, ça peut arriver à l'Afrique, vous faites le pas supplémentaire. L'Afrique, c'est quoi? C'est des États qui la décrivent. Et ces États qui sont décrits avec leur faiblesse, leur vulnérabilité et tout ça, ben, je suis désolé, s'ils ne trouvent pas un moyen de dissuader les autres, ils seront victimes. Je donne juste un exemple. Un pays peut se lever et dire, je vous sanctionne, vous, pays X d'Afrique. Vous ne pouvez rien faire. Mais si ce pays sait que vous avez signé un accord entre vous et que si je sanctionne le pays X, c'est comme si j'ai sanctionné tout le monde et donc tout le monde va me sanctionner, est-ce que je vais le faire? Ça, c'est moins évident. Et donc, vous voyez que toute l'astuce est là-bas, mais manque de peau. Il y a des gens, c'est des régimes démocratiques, d'autres, c'est des régimes qui sont alliés, qui ont des alliés tellement puissants que de toute façon, les élections, ils les gèrent comme ils veulent. Et vous avez des organisations comme la CEDEAO qui rencontrent des défis. Et l'un des défis majeurs, à mon avis, c'est de dire comment régler. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des coups d'État militaires, de l'autre, il y a des coups d'État constitutionnels. On s'attaque aux coups d'État militaires, je suis parfaitement d'accord. Mais, pour le peuple, quelle est la différence entre le régime autoritaire et un régime militaire? Le régime militaire peut même être meilleur. Parce que n'oublions pas, on a eu au Ghana Jerry Rawlings. Rawlings était très apprécié par les Ghanéens. Moi, je l'ai rencontré une fois à une conférence au Burkina. J'étais complètement parti. Et donc, c'est vous dire que tant que nos chefs d'État se retrouveront dans des organisations, voteront des choses, mais iront détruire ce qu'ils ont voté, tant que nous ne serons pas prêts aux efforts que demande la solidarité, tant que nous ne serons pas prêts à nous lever et à dire non ensemble, nous serons dans ce que Sankara avait dit, si je refuse de payer, avec vous tous, ça marche. Si vous me laissez tout seul, peut-être même que je ne serai pas là à la prochaine réunion. Et c'est en ce sens que la phrase de Fanon, par quoi je vais vraiment conclure, est très importante à mon avis. Chaque génération et ses défis. Ensuite, elle décide si elle doit servir sa mission ou la trahir. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Africains sont devant ce défi. Est-ce qu'on va y faire face en pensant individuellement? Rappelez-vous de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. La pirogue, quand vous êtes dedans, ne pensez pas à dire moi je veux juste échapper, non.
priez pour que toute la pirogue arrive à l'autre verge et vous sortez avec vos bagages et tout. Et dans un continent qui a 70% de jeunes ou 65%, les gars, le défi, c'est pas pour les gens comme moi, ils sont plus très utiles. Sauf par l'adage, ah, si jeunesse savait, donc c'est ça, il faut aller chercher ça, c'est les vieux. Mais si vieillesse pouvait, ça, c'est les jeunes qui peuvent. Et donc, association intergénérationnelle et association pan-africaine. Sinon, on va se faire dévorer les uns après les autres.